Bien, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais aujourd'hui me concentrer sur une partie dont nous n'avons pas parlé du tout, ou très peu, c'est des considérations dynamiques. En 1h30, ça ne va pas être facile, donc je vais vous montrer quelques exemples qui me paraissent pertinents, mais je n'aurai pas le temps de faire le tour de la question. Je vais reprendre là où nous avons fini le cours la semaine dernière. Nous parlions des ULVZ et de leur nature. Donc, je vais commencer par ça. Et donc, je vous rappelle que ces ULVZ, elles ont été découvertes par la sismologie, donc des structures très spéciales à la base du manteau, avec des dimensions, une hauteur d'environ 20 à 40 km au-dessus de la CMB, donc de la limite noyau-manteau, des dimensions latérales de quelques centaines de kilomètres, mais des propriétés sismiques très particulières avec des réductions de vitesse très fortes en P et en S, au moins 10% en P et de l'ordre de 30% en S, et sans doute une augmentation de la densité. Alors, l'augmentation de la densité n'est pas vraiment observée directement. Il y a des trade-offs, donc des incertitudes. Si on prend une certaine valeur de la vitesse, on obtiendra une autre valeur de la densité, mais on peut choisir des modèles différents. Par contre, tout laisse penser que ces ULVZ sont tout de même plus denses que le manteau moyen. Donc se posent des questions dynamiques. Comment ces ULVZ, comment ces structures peuvent-elles survivre à la convection dans le manteau? Comment peuvent-elles rester au cours du temps à la base du manteau? Car on suppose que si on les voit aujourd'hui, elles se sont formées dans le passé à un moment ou à un autre. Donc, la première question, c'est la convection dans le manteau profond. Est-elle assez vigoureuse pour maintenir dynamiquement des petites ULVZ plus denses que le manteau ambiant, sans former de couches uniformes denses à la CMB? Parce qu'on pourrait penser que s'il n'y avait pas de convection, ces structures de densité plus grande finiraient par s'étaler, du fait qu'elles sont visqueuses mais pas complètement rigides. Et donc, pour finir, formerait une couche uniforme à la CMB, ce qui n'est pas ce qu'on observe sismiquement. D'autre part, donc à l'opposé, comment éviter l'entraînement de petits volumes du LVZ et donc, à l'opposé, le mélange avec le manteau ambiant? Il faut des conditions particulières pour à la fois ne pas finir avec une couche uniforme dense et aussi ne pas faire disparaître les ULVZ par mélange avec le manteau ambiant. Alors, une question donc particulière que l'on peut se poser, c'est si on admet que les plaques plongeantes dans le manteau s'accumulent dans la déseconde, qui est bien sûr encore une hypothèse, on a l'impression que ça peut être une hypothèse valable, dans la mesure où on a, je vous rappelle, la sismologie, la tomographie sismique montre ces deux grandes superpanaches, comme je les appelle, ou mégapanaches, donc équatoriaux de vitesse sismique plus lente que la moyenne, entourés d'un anneau de vitesse plus rapide qui correspond en fait de par sa position aux endroits où on s'attend à voir les plaques si elles plongent jusqu'à la base du manteau. On a d'autre part comme évidence par la sismologie que au moins certaines des plaques plongent au-delà de la discontinuité de 660 km. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit une hypothèse raisonnable de considérer que ces plaques finissent à la base du manteau à plus ou moins long terme. Donc quand elles s'accumulent dans la déseconde, quels effets peuvent-elles avoir sur la position des superpanaches et aussi donc de ces ULVZ, de ces zones à vitesse ultra lente? Donc ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors, je voudrais montrer un exemple de modélisation récente, celui de McNamara et collaborateurs, qui est un modèle
qu'ils ont fait en 2 dimensions. Donc ça va permettre d'introduire un peu les conditions dans lesquelles on fait de la modélisation dynamique. Donc c'est un modèle numérique qui est fait en 2D. Donc la Terre n'est pas 2D, mais c'est plus facile de faire les calculs en 2D, ça va beaucoup plus vite. On a à notre disposition un certain nombre de codes, ce sont des codes d'éléments finis qui résolvent les équations à prendre en compte dans ce cas, et en particulier un des codes donc, communautaires qui sont donnés en libre service à la communauté, et ce code sitcom, il existe en 2 dimensions, il existe aussi en 3 dimensions, vous allez voir des exemples ensuite. Il y en a d'autres. Chacun inclut ils font chacun des hypothèses différentes sur les ingrédients qui doivent entrer dans les calculs de convection. Ils font un calcul de haute résolution, ils peuvent atteindre une résolution de l'ordre de kilomètres à la base du manteau, donc vous pouvez imaginer que ce sont des calculs très lourds. Et la partie originale de cette étude, c'est qu'ils considèrent 3 composants à l'intérieur du manteau, avec 3 compositions différentes qui sont donc marquées par des densités différentes. Donc d'une part le manteau ambiant, d'autre part ce qui seront les structures correspondant au LLSVP, donc au mégapanache, et ce qui correspondrait aux ULVZ. Donc chacun avec des densités différentes et des volumes a priori différents. Ils résolvent les équations de conservation, de masse, de moment cinétique, énergie, dans l'approximation boussinesque. C'est donc une approximation incompressible, manteau incompressible. Ça, c'est une question qui est importante. Certains auteurs considèrent que la compressibilité du manteau est un élément important pour des calculs réalistes de convection. Ils considèrent une viscosité qui dépend de la température. Ça aussi, c'est un élément important. Tous les auteurs ne considèrent pas un modèle aussi précis. La viscosité dépend de la température, on l'a vu au premier cours, je vous le rappelle, de manière très forte, de manière exponentielle. Et certains auteurs se contentent de prendre un modèle de viscosité qui dépend de la profondeur, mais ne tient pas en compte les possibilités de variation latérale dues aux variations de température, ce qui pourrait être très important. Celui-ci, donc, dans cette étude-là, ils ont une viscosité qui dépend de la température. Et puis, ils ont introduit ce qu'on appelle des traceurs, c'est-à-dire des particules numériques qui permettent de repérer le champ de composition, donc qui permettent de savoir où, à chaque instant, se trouvent les éléments formant chacune de ces structures. Alors, dans la modélisation donc de la convection, il y a un certain nombre de nombres qu'on introduit qui sont importants. Je ne parlerai pas de tous, mais je vais en introduire quelques-uns importants pour la discussion présente. D'abord, le nombre de relais thermiques. C'est le rapport des forces de gravité, ou plutôt des forces qui permettent donc aux matériaux de remonter grâce à la différence de température entre la base et la surface du modèle, ou donc du manteau terrestre. Et donc, c'est le rapport de ces forces qui permettent le mouvement aux forces qui résistent au mouvement, qui sont les forces visqueuses. Donc, on introduit vous voyez l'accélération de gravité, la densité, le coefficient d'expansion thermique, la différence de température et l'épaisseur totale de la région convective. Et ensuite, au dénominateur, il y a la viscosité du manteau et la diffusivité thermique. Dans le cas particulier considéré, le nombre de relais qu'il considère est de l'ordre de 10 puissance 7, qui est un nombre de relais que l'on s'accorde à penser que c'est un bon ordre de grandeur pour un nombre de relais favorable, enfin réaliste dans la Terre. Alors, le nombre de relais, c'est un nombre important parce qu'il existe donc un nombre de relais critique au-dessous duquel il n'y a pas de convection. La convection commence si le nombre de relais est supérieur à une certaine valeur, et ça dépend de pas mal d'autres considérations, mais disons, ça peut être de l'ordre de 10 puissance 3 de cet ordre-là. Donc, dans la Terre, on a un nombre de relais qui est bien supérieur au nombre de relais critiques.
Donc on n'est pas trop étonné de cela, puisque la Terre le manteau de la Terre est soumis est le lieu de convection vigoureuse. Enfin, vigoureuse, pas très vigoureuse, puisque les mouvements sont de l'ordre des centimètres par an, mais tout de même, à l'échelle géologique, c'est des mouvements importants. Et l'autre nombre, l'autre quantité importante pour notre discussion aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le buoyancy number. Je ne sais pas si je l'ai traduit en français correctement, j'aurais dû demander à mes collègues de me dire si c'est comme ça qu'on dit en français. Et on l'appelle B, et c'est le rapport du contraste de densité dû à la composition au rapport disons, de variation de densité due à la température. Donc pour un contraste de température de delta T, si vous avez une région qui a un contraste de température delta T, la densité va donc changer en fonction de cette température, suivant cette loi-là, et ce rapport va nous dire qu'est-ce qui joue le rôle le plus important. Est-ce que c'est la composition qui va tendre à donc augmenter les densités et donc à amener le matériau au fond du manteau, ou est-ce que c'est la température qui va au contraire avoir comme tendance à remonter ce matériau. Donc on va en parler. Alors ici, donc quelques exemples de cette convection. Vous avez on va contraster deux cas. Le cas numéro 1, où le nombre, le buoyancy number, le nombre de flottabilité, est égal à 1, donc ce qui correspond à un contraste de densité chimique de l'ordre de 2,5 à 5%. Et vous avez ici, donc il part aux conditions initiales, il y a une couche uniforme de 290 km d'épaisseur au-dessus de la CMB qui représenterait ce qui donnerait lieu au superpanache. Donc c'est ce qui est ici en rose, mais ici, ces figures-là sont prises à un temps qui correspond à 250 millions d'années après le début donc, du calcul. Et vous voyez que se sont formés des espèces d'empilements roses ici. On a commencé avec une couche uniforme et qui correspondrait à un B de 0,8 et à un pourcentage de volume total donc de la boîte qui est de 10% du volume. Et en plus, il y a une couche de 5,8 km d'épaisseur pour laquelle la densité est plus grande, donc correspond à un B égale 1, donc ici, et qui correspond à un volume, une portion du volume total moindre de 0,2% du volume total. Et donc ici, vous avez donc à cet instant particulier le champ de composition, donc on voit surtout ce que je vais appeler LLSVP, mais il y a aussi, et ça c'est le champ de température correspondant, avec rouge plus chaud que la moyenne et bleu plus froid que la moyenne. Vous voyez des courants descendants, donc des plaques plongeantes, des courants ascendants avec ces panaches qui montent au-dessus du centre de ces empilements. Et vous voyez quelque chose de plus foncé en bas, qui est ce que devient la couche de densité la couche fine de densité encore supérieure. Et ici, c'est un agrandissement d'un morceau de cette figure-là qui montre que les ULVZ ici ont tendance à se mettre au bord les ULVZ ont tendance à se mettre au bord de ces LLSVP, qui est quelque chose d'intéressant puisque par la sismologie, on a vu qu'effectivement, en moyenne, on a l'impression, avec les données actuelles, que les ULVZ se positionnent effectivement en bordure des superpanaches. Ceci dit, pour cette valeur de B égale 1 pour la couche fine de départ des ULVZ, il trouve que le résultat n'est pas stable, que ces ULVZ finissent par être entraînés et donc disparaître assez rapidement. Par contre, oui. Donc le mélange des ULVZ dans les ULVZ se fait en moins de 1 milliard d'années. Donc relativement rapidement,
à l'échelle des temps géologiques. Bon, bien sûr, nous ne savons pas en vérité de quand quand ont été formés ces ULVZ qu'on observe à l'heure actuelle, mais on peut tout de même, par le calcul, contraster des comportements différents. Le cas numéro 2, lui, avec un B, donc un rapport de densité chimique à densité thermique de 2, donc plus grand, 2 fois plus grand, ce qui correspond à un contraste de densité de composition donc, dans les ULVZ de plus grand, de 5 à 10%. Et ici, on a le modèle à 630 millions d'années après le début, et on voit des structures similaires au cas précédent. La différence, c'est que ici, on a encore des ULVZ qui sont donc accumulés au bord de cette grande pile de LLSVP, de matériaux plus denses que la moyenne, mais moins denses que les ULVZ, et que elles sont stables, elles existent encore à cette époque-là. Donc dans ce cas, le matériau ULVZ est suffisamment dense pour ne pas être entraîné dans les superpanaches. Et donc leur conclusion, c'est que les ULVZ forment des structures stables et ils peuvent aussi les dimensionner, les rapporter à la dimension de la Terre de l'ordre de 40 km de hauteur et 500 km de dimension latérale. Ils ont étudié un certain nombre de cas, donc en faisant varier ces contrastes de densité pour estimer donc les contrastes de densité ici, pour voir qu'est-ce qu'ils vont avoir comme dimension du LVZ. Donc typiquement, ils obtiennent quelque chose d'une hauteur de 30 à 40 km et quelques centaines, 500 à 1000 km de large, ce qui correspond bien aux observations sismologiques. Et donc en particulier, les ULVZ se positionnent toujours en bordure des LLSVP. Il y a un cas particulier ici où, donc ils ont, comme j'ai dit avant, ils ont une viscosité qui dépend de la température. Donc les variations de température vont conduire à des variations importantes de viscosité entre les ULVZ, les superpanaches et le manteau ambiant. Mais à la fin, ils obtiennent que les ULVZ finissent par être 10 fois moins visqueuses que les LLSVP et 100 à 1000 fois moins visqueuses que le manteau ambiant. Ils ont aussi étudié le cas numéro 5 ici, qui est un cas particulier avec le même B que le cas numéro 2, mais ils ont aussi supposé au départ que les ULVZ étaient moins visqueuses que les superpanaches, et ils obtiennent des ULVZ un peu plus fines. C'est-à-dire ici, dans le cas numéro 2, où il n'y avait pas de diminution de la viscosité a priori, ils avaient une épaisseur de 45 km, ici ils ont 30 km. Donc ceci est un exemple donc de calcul en 2D, et donc les conclusions, c'est que si la densité est supérieure à celle du manteau ambiant d'environ 5%, ce qui est quelque chose qui est compatible avec les estimations basées sur la sismologie, les ULV peuvent se former à la base du manteau et restent relativement stables, en bordure des LLSVP. Et ceci suppose, donc c'est des différences de densité assez grandes, qui supposent une composition différente des ULVZ, parce que la fusion partielle, vous vous souvenez qu'on avait eu cette discussion la semaine dernière, quelle est la nature des ULVZ? Est-ce qu'elles sont dues à de la fusion partielle ou à une variation de composition, mais à l'état solide? Si la fusion partielle des matériaux du manteau, sans changement de composition, ne donnerait pas lieu à des variations de densité de 5% ou plus. La variation de densité serait beaucoup moindre. Donc, ils en concluent qu'il faut une composition différente. Et donc, ils montrent aussi que, ça je n'ai pas montré, mais je vais vous montrer un petit film, la structure asymétrique des ULVZ, donc qui ont un bord plus abrupt que l'autre au bord des LSVP, dû aux variations latérales de température au bord de ces superpanaches. Ceci pourrait être testé sismiquement.
c'est, disons, une suggestion très gentille pour les sismologues, mais à mettre en pratique, ça n'est pas évident. C'est un défi, disons, parce que les ULVZ sont déjà toutes petites et difficiles à observer, et on a du mal à vraiment, à cause de l'échantillonnage peu incomplet de la base du manteau par les données sismiques. À l'heure actuelle, c'est difficile de vraiment contraindre leur forme, mais c'est un élément important du point de vue dynamique. Donc là, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc, un petit film pour montrer comment évolue le modèle numéro 1, donc dans le cas B égale 1. C'est déjà, bon, on a déjà commencé à quelques centaines de millions d'années, et on voit évoluer donc les zones de subduction ici qui tombent et s'écrasent à la base du manteau. Elles poussent les LLSVP, elles les poussent à droite à gauche, elles les changent de forme. Et en bas, vous voyez les petites ULVZ qui se déplacent. Ceci est bien entendu en particulier dû aux conditions limites ici de glissement libre à la base du manteau qui permet à toutes ces structures de se déplacer librement à la CMB, ce qui n'est pas, on n'est pas garanti que c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Alors l'autre exemple, c'est donc le cas B égale 2, et j'ai donc, pour contraster, donc aussi on a commencé là à quelques centaines de millions d'années après le début du calcul. Oups. Et on voit comme ça évolue. Donc, en manière générale, ça évolue de manière similaire. Donc, ça, c'est des agrandissements de certaines parties pour mieux voir les ULVZ. Et vous voyez comme elles finissent par s'accumuler vraiment au bord et qu'elles ont une forme assez asymétrique due au contraste de température. La température est plus chaude de ce côté-là qu'ici, et donc la viscosité va être moins forte du côté du superpamage que du côté du manteau ambiant. Je vais le refaire encore une fois. Donc, tout ça, bien sûr, c'est un modèle en 2 dimensions. Alors, c'est très bien pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Bien sûr, ça ne s'applique pas complètement au cas de la Terre, car la géométrie n'est pas la vraie géométrie. La géométrie en 3 dimensions impose des conditions différentes, puisque, en particulier, le rayon de la Terre augmente, augmente dans le manteau, disons le volume augmente en fonction du rayon, et donc on s'attend à avoir à certaines, en particulier les formes et les différentes les formes des structures vont être un peu différentes. Alors donc, bien sûr, les chercheurs essayent de faire la même chose à 3 dimensions. C'est très difficile parce que ça prend un temps énorme du point de vue numérique. Une étude récente de Bauer et al. A fait donc une étude similaire en 3D. Ce n'est pas encore tout à fait le 3D complet, mais c'est un 3D en géométrie cylindrique. Donc on suppose un modèle à symétrie axiale. Donc c'est un modèle en 3D, mais toutes les coupes autour de l'axe ont la même structure. Donc c'est déjà beaucoup mieux au point de vue du respect des proportions volumétriques, mais ce n'est pas encore tout à fait la Terre. Et donc là, ils ont fait quelque chose de semblable, sinon ils ont modélisé, ils ont spécifié ici une structure avec donc du ferropériclase enrichi en fer à l'état solide, donc de densité plus grande, mais à l'état solide. Ils ont l'approximation de manteau incompressible en utilisant ce code SITCOM S pour S sphérique. La viscosité dépend de la température, toujours pareil. Et les ULVZ sont représentés par des traceurs qu'on suit 500 km au-dessus de la CMB. Et ils font une exploration de l'espace en fonction de l'espace des différents paramètres, de la densité très particulièrement, en fonction de B, donc du nombre de flottabilité, et de l'épaisseur de la couche dense initiale. Alors ici, vous voyez un exemple de leur calcul. Donc vous voyez ces structures, donc c'est du 3D, mais tout est symétrique par rapport à cet axe-là. Ici, au milieu, vous avez, comme dans l'exemple d'avant,
une couche au départ, une couche représentant le matériau des superpanaches, et puis en dessous une couche fine, ce qui est en vert ici. Les superpanaches sont en rouge, en vert la couche fine de densité encore plus grande qui représentera le matériau dont on veut voir s'il évolue en ULVZ. Mais vous voyez dans ce cas-là, donc c'est trois instants différents, 65 millions, 75 et 86 millions d'années après le début du calcul. Donc on est parti de couches planes et on voit se former un panache qui entraîne ce matériau ULVZ. Ici, on a un cas où le B est inférieur à 1 et l'épaisseur de la couche fine verte initiale est de 16 km. Et on voit que dans ce cas-là, ça ne reste pas stable et la couche n'est pas assez dense et elle est entraînée vers le haut par les effets de la température. Mais ils ont étudié de nombreux cas, ils se sont en particulier intéressés donc en fonction de ce nombre B et en fonction de l'épaisseur initiale de la couche de composition différente, donc qui est censée représenter peut-être la composition des ULVZ. On voit que, bien sûr, si vous avez un faible... Donc, les triangles montrent dans quel cas la couche ne résiste pas, elle est entraînée vers le haut. Donc, pour des nombres des B inférieurs à 1, pour des B supérieurs à 1, on a une couche stable et différentes formes. On obtient différentes formes pour les ULVZ, avec ici indiqué en couleur la largeur. Donc, par exemple, pour un nombre de buoyancy très grand, 5 ici et une couche assez épaisse, vous allez finir avec des ULVZ qui auront 700 km de large et une cinquantaine de kilomètres, là ici l'échelle, 50 à 100 km de hauteur. Ça, c'est probablement trop grand, encore que, si vous vous souvenez, vous avez montré un exemple d'ULVZ d'un travail d'une de mes étudiantes récent qui montrait une largeur d'ULVZ qui était de l'ordre de 800-900 km, mais par contre une hauteur plutôt de 25 à 30 km. Donc on peut comparer tous ces formes et ces hauteurs et largeurs à ceux qu'on identifie par la sismologie pour essayer de contraindre un peu mieux ces rapports de densité éventuels en supposant que ce qu'on recherche, c'est la stabilité des ULVZ. Donc là, ils ont fait tous ces calculs. Ici, ils comparent les données sismiques, donc la variation des vitesses d'onde P par rapport au modèle de référence tel qu'elle est mesurée sismiquement dans les ULVZ en fonction de l'épaisseur de l'ULVZ, donc la hauteur au-dessus de la CMB. Donc il y a différentes estimations et on ne peut pas à la fois contraindre parfaitement l'épaisseur de la couche et la variation en VP. Je ne vous montre que celle en VP, il y a une figure similaire pour les vitesses des ondes VS. Et ici, on voit les résultats de leurs calculs. Pour différentes, il faut qu'ils supposent qu'ils fassent une hypothèse sur la température à la CMB. Et donc, ils comparent ce qu'on peut avoir avec, donc, suivant la composition, avec soit juste du ferropériclèse ou magnésiobiostate, soit aussi en rajoutant de la pérovskite. Mais vous voyez qu'ils obtiennent des variations qui ont l'air de coller pas trop mal avec la sismologie, surtout pour ici en partant d'une couche de 16 km d'épaisseur. Donc la couche doit être suffisamment épaisse au départ pour donner des résultats compatibles avec la sismologie et sans doute des températures de la CMB aussi de l'ordre plutôt de 4700 Kelvin, donc 2700 ne serait pas suffisant. Alors, donc ça c'était pour donner des exemples de la problématique actuelle pour essayer d'expliquer
comment peuvent se former les ULVZ. Donc, d'une part, on a l'hypothèse de fusion partielle, sans doute un peu de composition. La composition doit être aussi différente. Et comment peuvent-elles s'être formées? Donc, on peut penser soit à la formation d'une couche au départ, donc très tôt dans l'histoire de la Terre, par exemple à partir d'un océan magmatique préexistant. Et donc, comme on a vu, la survie de cette couche dépend de sa stabilité chimique et gravitationnelle. Et cette couche, donc, qui ensuite, dont le résidu est ces ULVZ, pourrait être le réservoir géochimique peu ou non échantillonné qui renferme tous ces éléments radioactifs qui manquent dans l'observation à la surface de la Terre. Et donc, une telle hypothèse pourrait avoir des conséquences, bien sûr, sur le flux de chaleur à travers la limite noyau-manteau, la dynamique du manteau inférieur et aussi les réactions chimiques entre le noyau et le manteau. Donc, pour essayer donc, de voir si cette hypothèse est possible, il faut étudier la fusion partielle dans les conditions de la limite noyau-manteau, ce qui n'est pas forcément facile. Et donc pour ça, il faut voir si les composants du manteau peuvent être à l'état fluide à la base du manteau. Et pour ça, il y a eu un certain nombre d'études qui ont essayé de déterminer quelle était la température du solidus, du ferropériclase et de la pérovskite, donc des deux composants les plus importants à la base du manteau. Donc le solidus, c'est donc la courbe de température en fonction de la pression, le long de laquelle on commence à voir de la fusion. Le liquidus étant la courbe correspondance où finit la liquéfaction, donc au-dessus de laquelle tout est à l'état liquide. Pour avoir de la fusion partielle, il faut donc être au-dessus du solidus. Et donc les premières expériences par onde de choc qui avaient montré ici dans les années 90 que à la pression donc juste au-dessus de la CMB à 130 gigapascal, la température du solidus serait de l'ordre de 4300 Kelvin, qui serait donc une température qu'on peut sans doute inférieure à la température à la base, à la CMB, donc ce qui veut dire qu'on peut dépasser cette température et donc la fusion partielle devrait être possible dans l'un des secondes. Par contre, d'autres études avaient montré par des expériences dans la cellule à enclume de diamant, donc des expériences en laboratoire à haute pression et haute température, que la température de fusion de la pérovskite de pur Mg à la limite noyau-manteau était beaucoup plus grande. Il y a eu un certain nombre d'études incompatibles, ce qui fait que, donc, en fait, et qu'aussi pour MgO, la température de fusion de MgO extrapolée à 133 gigapascal serait supérieure à la température de la CMB, et donc des résultats contradictoires, des résultats discordants donc, à la fin des années 90. Donc cette problématique a été reprise dans les dernières années, et en particulier, je voulais citer une expérience ici à Paris par Guillaume Fiquet et ses collaborateurs, où ils ont considéré une roche réaliste, une péridotite fertile, et dans la cellule à enclume de diamant, avec ensuite la diffraction des rayons X dans le synchrotron, on considérait des pressions allant jusqu'à la pression du noyau, et donc on étudiait les températures du solidus et du liquidus de cette roche jusqu'aux profondeurs de la limite noyau-manteau. Et ils ont trouvé qu'en fait le solidus est très proche du géotherme moyen, donc de la courbe de température en fonction de la profondeur à la base du manteau, et ils ont conclu que la fusion
partielle est possible à l'heure actuelle à la limite noyau-manteau, et ceci juste à la base, sur une couche d'épaisseur d'environ 35 km. Le fait qu'elle soit possible donc, est encourageant pour cette hypothèse. Le fait qu'elle ne soit possible que sur une couche fine est aussi encourageant, puisque ces zones ultra low velocity zones sont effectivement des zones d'épaisseur très faible. En plus, donc, ils observent un enrichissement de ferropéroclase en fer dans la partie fondue, donc, qui pourrait être plus dense que le résidu solide de la perovskite qui serait appauvri en fer. Donc, il y aurait à la fois fusion partielle et enrichissement en fer. Donc ici, voici une figure tirée de leur article où vous voyez en fonction de la pression et de la température le solidus ici et le liquidus. Donc les points sont ceux observés dans leur étude, dans l'étude de Ficquet de 2010. Et ensuite, il y a d'autres courbes qui correspondent à d'autres études. Et ce que vous voyez ici, c'est l'estimation de la température du manteau en fonction de la profondeur. Alors, bien sûr, nous en avons parlé pas mal. Il y a pas mal d'incertitudes sur ceci. Cette courbe est extrapolée à partir de la discontinuité de 660 km où on connaît assez précisément la température du manteau. Elle est extrapolée le long de la diabate, le long de la courbe qu'on suppose être celle du manteau à cause de la convection. Et puis ensuite, vous arrivez à la couche limite où vous avez une augmentation de température. On en a parlé avec quelques incertitudes, mais de l'ordre d'entre 500 et 1500 degrés pour la transition jusque dans le noyau. Et donc ici, effectivement, le solidus qu'ils extrapolent à peine, puisqu'ils sont allés jusqu'à 120 gigapascal, ce solidus peut couper le géotherme juste au-dessus de la CMB. Alors, il n'y a pas de barre d'erreur ici, donc il y a encore pas mal d'incertitudes, mais disons que c'est dans le domaine des possibilités. Disons, si on les observe, ce serait vraiment sur quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la CMB. Et donc, ces auteurs ont conclu que ces observations du LVZ ne sont possibles que dans les endroits les plus chauds à la base du manteau. Donc, c'est assez en accord avec le fait qu'on pense, le fait qu'on observe par les modélisations dynamiques que les ULVZ vont se positionner en bordure des superpanaches. Voilà. Alors, donc, en conclusion, il semble que les deux interprétations des ULVZ sont possibles à l'heure actuelle, donc des variations de composition à l'état solide uniquement, et la possibilité d'avoir une fusion partielle avec cependant un enrichissement en fer. Et bien sûr, pour aller plus loin, il faudrait pouvoir préciser mieux l'anomalie de densité. Ici, je devrais mettre des guillemets. Mesurer, c'est un bien grand mot. Nous avons vu les incertitudes et les trade-offs entre les différents paramètres sismiques qui peuvent être obtenus à partir des observations des phases qui interagissent avec la limite noyau-manteau. Donc voilà pour ce qui est des ULVZ, donc des structures qui restent encore, dont la nature reste à découvrir. Pas mal de travail pour la sismologie, trouver des phases, d'autres phases, plus d'observations de phases réfléchies en haut des ULVZ, puisque ce sont ces phases réfléchies qui sont les seules qui nous donnent des informations sur la densité, et aussi donc des observations plus précises de la forme des ULVZ pourraient aider à en comprendre la composition et la dynamique. Voilà, donc là maintenant, ça suffit pour les ULVZ. Passons, il y a encore un sujet qui donc est un sujet correspondant à une découverte tout à fait récente, dont je me dois de parler.
c'est celle des transitions de spin dans le fer, de la transition de spin dans le fer, aux pressions du manteau inférieur. Alors, comme petite introduction, vous savez qu'il y a dans un atome, il y a différents niveaux d'énergie. Et si on considère un atome avec un seul électron, donc disons le modèle le plus simple, vous avez ces niveaux d'énergie n égale 1, n égale 2, n égale 3. Et dans chaque niveau d'énergie, vous avez différentes orbitales qui sont de différentes formes et qu'on caractérise par les lettres S, P, D. Et donc, si vous avez un seul électron, toutes ces orbitales ont correspondant au même niveau d'énergie, ont la même énergie. Par contre, si vous avez plusieurs électrons, un atome avec plusieurs électrons, ces niveaux d'énergie vont se séparer. Et donc, pour le niveau d'énergie 3, les orbitales P, D, P et S vont avoir différentes énergies et donc vont être remplies. Quand vous ajoutez des électrons, que vous regardez la table des éléments chimiques, vous allez d'abord remplir le niveau S, puis le P, puis D, donc en énergie croissante vers le haut. Par contre, si vous êtes dans une roche ou dans un cristal, il y a encore un autre phénomène qui est la levée de la dégénérescence du niveau 3D, donc c'est propriétés magnétiques, avec donc à partir du niveau 3D, vous allez avoir 5 niveaux d'énergie différents qui eux aussi vont avoir tendance à être et vont correspondre à des moments magnétiques différents. Donc tout ça, ça conditionne les propriétés magnétiques. Alors, dans le fer, vous avez donc à basse pression, vous avez 6 électrons donc, qui vont remplir ces 5 niveaux d'énergie 3D. Et donc, ils vont d'abord remplir, à basse pression, ils vont avoir tendance à se mettre chacun à un niveau d'énergie parce que c'est plus facile pour eux de se positionner comme ceci, puisqu'ils ont chacun a tendance à se repousser. Ils ont tendance à se repousser les uns les autres. Donc, comme il y en a 6, bon, il n'y a pas le choix. Il y en a un deuxième qui va venir remplir le niveau le plus bas. Et quand vous en avez 2 sur le même niveau, ils vont avoir des spins. Ces flèches indiquent les spins magnétiques opposés, donc leur magnétisme va s'annuler. Mais vous voyez qu'il reste, donc ici, il en reste 4 qui ne sont pas annulés, et donc le fer à basse pression va avoir des propriétés magnétiques. Par contre, à haute pression, à partir d'un certain niveau de pression, les choses changent parce que les niveaux d'énergie s'écartent et donc sont beaucoup plus écartés. Et il est plus facile pour les électrons de remplir d'abord les couches du bas que d'aller se positionner en haut. Et donc, vous allez avoir cette configuration-là et perdre par là même la propriété magnétique du fer. Donc, une propriété importante. Et alors, il se trouve qu'on a découvert récemment, ici, à Paris, donc l'équipe Badreau, Fiquet et autres, et leurs collaborateurs, que la transition de spin dans le fer, en fait, se passe aux pressions du manteau inférieur. Donc, high spin, c'est haut spin, c'est ce qu'on a à basse pression, et low spin, donc spin bas à haute pression. Et ils ont d'abord découvert ça dans le ferropériclase à 60 ou 70 gigapascals, qui correspondrait, disons, au manteau inférieur, dans la partie supérieure du manteau inférieur. Ceci, il faut dire que c'était donc obtenu à température ambiante. Donc, comme conséquence, une des conséquences, c'est que le coefficient de partition
pour le fer entre la perovskite et le ferropériclase change dans le manteau profond à des profondeurs supérieures à 2000 km où serait terminée cette transition de spin. Il y aurait plus de fer dans le ferropériclase, donc dans le manteau très profond, que dans le manteau moins profond. Donc des propriétés importantes pour ce qui est de la composition du manteau profond et de l'interprétation de toutes les structures sismiques. Donc ils ont proposé à l'époque que le manteau profond pourrait être en deux couches, une couche moins profonde avec le fer donc partitionné 50% dans perovskite et 50% dans le ferropériclase, et une couche plus profonde avec le fer dans le ferropériclase. Et donc ça aurait des conséquences dynamiques et sismiques importantes. Du point de vue sismique, tout de suite, donc les sismologues ont dit mais très bien, mais il n'y a pas de discontinuité à cette profondeur-là. Nous n'observons pas de discontinuité à cette profondeur-là. Par contre, certains auteurs ont proposé que le style d'hétérogénéité pouvait changeait à partir de certains modèles tomographiques aux environs de cette profondeur-là, mais tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur la question. C'est donc, il a fallu donc trouver pour accorder la sismologie avec cette découverte de la transition de spin, il fallait trouver un argument, et donc l'argument c'est que la transition serait graduelle, ne se ferait pas d'un seul coup, mais serait graduelle, donc elle serait, disons, opaque à la sismologie, donc celle qui voit des discontinuités. Par contre, elle pourrait être en accord avec les hétérogénéités. Et donc une autre conséquence serait une viscosité plus élevée de la perovskite, puisqu'elle a perdu son fer. Et donc comme la perovskite représente le matériau le plus abondant à la base du manteau, cela aurait pour conséquence une stabilisation dynamique à la base du manteau. Alors ici, c'est pour illustrer l'observation faite donc par Badreau et ses collègues. C'est donc dans la cellule à enclume de diamant et synchrotron, un spectre d'émission de rayons X, et on voit des raies, donc une raie caractéristique d'émission du fer, et un petit coude ici à un peu plus faible énergie, qui est très marqué à pression ambiante, 0 gigapascal ici, mais qui peu à peu disparaît jusqu'à complètement disparaître à une pression de 75 gigapascal. Donc ici, c'est le ferropériclase avec 17% de fer et 83% de magnésium. Donc ce coude ici, c'est une raie qui est en fait caractéristique du moment magnétique local 3D, donc celui dont ces niveaux dont je vous ai parlé, dans les métaux de transition. Et donc sa disparition, effectivement, montre la disparition du moment magnétique du fer et donc manifeste cette transition de spin. Alors, ces auteurs ont d'abord, ils ont observé cette transition dans le ferropériclase. L'année suivante, ils l'ont observé aussi dans la perovskite. Et donc, ils ont émis un certain nombre d'hypothèses ou de spéculations sur les conséquences que ça pourrait avoir dans le manteau inférieur. Donc, spéculations qui donnent lieu à des discussions vigoureuses parce qu'en particulier, elles concernent les propriétés radiatives. Après la transition de spin, les deux phases, donc ferropériclase et perovskite, deviennent plus transparentes aux radiations dans l'infrarouge. Et donc, les proportions de conduction, radiation et convection pourraient changer pour ce qui est du transfert de chaleur du bas du manteau au haut du manteau. Et cette idée du rôle de la radiation est une idée qui revient périodiquement dans les études dynamiques. Mais donc,
donc quelque chose à peut-être considérer, qu'on voit réapparaître dans les articles. Il y a aussi, bien sûr, une possibilité d'influence sur les coefficients de partition, donc on l'a déjà mentionné, et peut-être la fusion partielle à vérifier expérimentalement. Alors ici, c'est la même chose donc, sur la perovskite, avec ici donc l'arrêt du fer et le coude qui représente le moment magnétique, donc la même chose pour la perovskite. Ils observent aussi un déplacement de la ligne de l'arrêt du fer, donc dans ce cas-là. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de confronter tout ça à la sismologie. J'ai déjà mentionné que ce n'était pas évident, puisque la sismologie ne voit pas dans le manteau, à 2000 km ou entre 1500 et 2000 km, de discontinuité. Les discontinuités les principales, ce sont celles du manteau supérieur, à 400, 520 et 660 km. Et on voit éventuellement la discontinuité à la base du manteau, la discontinuité à 200, 250 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Mais il n'y a pas de discontinuité équivalente au milieu du menton profond. Donc, bien sûr, les physiciens des matériaux ont voulu étudier l'effet de la transition de spin sur les coefficients élastiques, et ils ont trouvé qu'on pourrait avoir une augmentation du coefficient d'incompressibilité kappa et de la vitesse Vφ, cette vitesse qui ne dépend que du coefficient kappa, qui n'est pas une vitesse qu'on observe directement sismiquement, mais qu'on peut obtenir si on a les vitesses S et les vitesses P. Et ce serait assez important, 15% dans le ferropéruclase de cette composition-là. Et donc, ils ont suggéré que ça pourrait être expliqué, cette hétérogénéité sismique, en particulier l'anticorrélation qu'on observe entre les vitesses des ondes S et les vitesses Vφ, dont je vous ai parlé dans un cours précédent, et aussi la variation en fonction de la profondeur de ce rapport des hétérogénéités en S et des hétérogénéités en P avec la profondeur. Par contre, l'effet sur les vitesses Vs n'a pas été quantifié, et il y a par contre aussi un résultat plus récent qui indique qu'il n'y a pas d'augmentation de densité notable correspondant à la transition de spin. Ici, donc, ce travail c'est pas Liu, c'est Lin et al. 2005, montrant le résultat suivant la pression et donc pour la vitesse Vφ et le coefficient d'incompressibilité kappa, on voit un saut important au passage de la transition. Ceci dit, encore une fois, ceci est fait à température ambiante. Il faut garder ça à l'esprit, bien sûr, car ça peut changer. Si on considère la variation de température, cela peut changer. Alors évidemment, il y a eu des travaux suivants qui ont regardé en fonction de la pression et de la température, donc expérience à haute température, qui donc ici regarde la proportion de fer à l'état de haut spin, donc celui qu'on observe à basse pression, donc en rouge ici, en fonction de la pression et de la température, et on voit que suivant la température, on observe de plus en plus de fer à spin bas à haute pression. Donc dans le manteau, cette transition se ferait entre 1000 et 2200 km de profondeur, ici, et à des températures de 1900 à 2300 degrés, donc il y a encore une petite extrapolation à faire. Mais l'important, c'est que la transition est continue. On ne prévoit pas de changement abrupt dans les propriétés sismiques. Donc ça, c'est encourageant, puisque c'est bien ce qu'on observe sismiquement.
Et par contre, on pourrait avoir un gradient de densité anormal dans la zone de transition. Ceci est indiqué ici sur cette figure-là, où en fonction de la pression à gauche, vous avez la fraction de fer dans son état de spin bas, donc qui augmente graduellement. Et ce qu'on peut supposer est l'augmentation de densité correspondante. Alors, il y a encore pas mal d'incertitudes sur ces augmentations de densité et des résultats qui ne concordent pas tous entre eux. Alors, un travail intéressant récent, aussi toujours de l'équipe ici à Paris, c'est la possibilité de calculer le tenseur élastique complet, c'est-à-dire ce tenseur élastique à partir duquel on peut mesurer toutes les vitesses sismiques et en particulier aussi l'anisotropie. Donc par une technique de scattering des rayons X anélastiques. Donc ce travail permet donc d'avoir le tenseur élastique complet et aussi la détermination in situ de la densité. Et donc, ces expériences ont été faites, sont possibles à l'heure actuelle, sur des échantillons à forte teneur en fer, 17% molaire en fer. Et donc, vous voyez ici que donc cette technique, c'est une technique plus sophistiquée que les techniques de scattering brillouin qui étaient utilisées dans les autres études que je vous ai présentées. Et ça présente des avantages parce que justement, on peut avoir le tenseur élastique complet alors que par les techniques brillouin, on ne peut avoir que les vitesses de cisaillement. Et ce qu'ils observent essentiellement, donc ici, ils comparent leurs mesures ici qui sont avec les carrés noirs là, avec d'autres mesures par d'autres techniques. Et donc en gros, tout concorde bien jusqu'à la pression de 40 gigapascales et les résultats sont un peu différents dans cette dernière étude, mais montrent l'important à voir, c'est donc que cette transition est très nette, autour de 40 gigapascales, avec au-dessus de 40 gigapascales une augmentation ici c'est le coefficient C1,2, c'est un des coefficients du tenseur élastique. Le coefficient C1,1 par contre est assez continu, suivant cette expérience, et par contre le coefficient C4,4 a l'air de passer par un minimum, donc juste au-dessous de la transition. Alors, la partie vraiment intéressante, c'est de voir qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les vitesses sismiques. Donc ici, il dessine le résultat en fonction de la densité, et donc les vitesses Vs, Vφ et Vp, et on voit qu'en fait, il n'y a pas... on ne voit pas l'effet de la transition de spin dans ces vitesses. Donc ça, ce sont les vitesses isotropes. Donc quand vous avez votre tenseur élastique, vous pouvez le moyenner suivant une technique appelée Voigt-Royce-Hill pour obtenir la vitesse moyenne isotrope de votre matériau. Et donc quand vous faites ça, vous ne voyez pas d'effet, ce qui pourrait expliquer que la transition de spin n'a pas été observée sismiquement jusqu'à présent. Par contre, ce qu'ils observent, c'est un changement dans l'anisotropie des ondes S. Ici, en fonction de la pression, vous avez donc deux coefficients. C', c'est en fait c'est 1,5 de C11 moins C12, j'aurais dû l'indiquer. Et C4,4, c'est un autre coefficient. Et la différence entre ces coefficients, en fait, mesure l'anisotropie dans les ondes S, et vous voyez qu'elle pourrait être considérable à partir de cette pression de 40 gigapascales. Alors ceci, c'est un résultat intéressant,
Il reste bien sûr, donc il y aurait une augmentation importante de l'anisotropie en monde S au passage de la transition au spin-low spin, mais ces résultats bien sûr sont obtenus encore à température ambiante et restent à confirmer à haute température. Du point de vue sismologique, ça pose peut-être un peu un problème parce que, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on a observé de l'anisotropie sismique à la base du manteau, donc dans les derniers 200-300 km du manteau. On sait que l'anisotropie est assez forte dans ces zones-là. On sait qu'elle est assez forte dans le manteau supérieur. Par contre, dans le reste du manteau inférieur, les études jusqu'à présent n'ont pas vraiment mis en évidence d'anisotropie significative. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment bien regardé, peut-être parce que l'échantillonnage n'est pas suffisant, mais disons que c'est quand même une question importante qui n'est pas résolue à l'heure actuelle, parce que les sismologues diraient plutôt que dans le milieu du manteau, l'anisotropie des ondes S n'est pas aussi forte. Voilà. Donc là, je vais passer donc pour terminer à vraiment. Donc j'en ai terminé sur les transitions de spin. C'est un sujet de recherche très vigoureuse à l'heure actuelle pour d'une part essayer de réconcilier ces phénomènes avec les observations sismologiques et d'autre part d'en étudier les conséquences sur la dynamique du manteau profond. Donc on va en venir à la dynamique du manteau profond pour la fin de ce cours. Et donc je vais m'arrêter 2 minutes si vous avez des questions.